Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On en parle à midi, votre podcast de recommandations culturelles de la bibliothèque de Fleurus. Aujourd'hui, on ouvre ensemble enfin la parenthèse des vacances. Ce moment suspendu où le rythme ralentit et où on cherche à se vider la tête, mais aussi, parfois, à alléger cette fameuse pile de livres à lire qui nous attend depuis des mois. Vacances riment souvent avec des livres de poche glissés dans un sac, lecture au soleil, romans qu'on dévore sur un transat ou tard le soir. Mais aussi avec liseuse, pratique et légère, capable d'embarquer toute une bibliothèque dans une valise. Dans cet épisode, on va parler de ses compagnons de voyage, du plaisir du livre papier qu'on glisse dans sa poche, de la praticité de la liseuse et aussi, pourquoi pas, de lecture sur tablette ou sur petit écran. Et bien sûr, de ces sagas dans lesquelles on aime tant se plonger quand on a enfin le temps de ralentir. Parce que lire en vacances, c'est parfois s'évader 2 fois, quitter son quotidien et puis entrer dans une nouvelle histoire. Alors bonne écoute à tous et passez de bonnes vacances. Salut les filles! Salut Skyna. Comment vous allez aujourd'hui? Ça roule et toi? Oui, ça va, chaudement, mais ça va, c'est l'été. Oui, exactement. Voilà. Aujourd'hui, pour le podcast, on a 2 petites surprises. On a Lara qui est là. Coucou Lara. Et on a Héloïse qui va nous faire une petite chronique spéciale ado tout à l'heure que vous aurez l'occasion d'entendre. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé cet été? Est-ce que vous partez en vacances? Oui, moi je pars en Ardèche une semaine entre copains. Trop bien. Tu pars en Ardèche et tu as prévu des livres. Comment tu fais en Ardèche pour bouquiner? Alors, pour moi, les vacances, ça rime avec liseuse. Ah. C'est là que j'ai pour la première fois utilisé une liseuse parce que, voilà, comme toute bonne lectrice depuis longtemps, j'ai été au début réfractaire à la liseuse. On l'entend encore souvent auprès, ça. Non, la liseuse, il n'y a rien de mieux que le papier. Ouais. Et en fait, c'est bien pratique dans la valise d'avoir une seule liseuse au lieu de 10 livres. Mais à fond, parce que c'est vrai que moi, j'avais prévu justement de partir avec genre 3-4 BD, 2-3 bouquins, et je suis là, mais ça va pas du tout aller, non. Alors, d'autant plus quand on part en avion et que le poids est limité, là, voilà. Mais même quand c'est en voiture, c'est quand même pratique de pouvoir prendre 1 ou 2 robes en plus. Ouais. Et le style avant tout. C'est ça, voilà. Oui, parce qu'il faut une robe pour le matin, une pour la soirée. Ouais, de ouf. Une pour la plage aussi. Une pour la plage. Voilà, donc effectivement, la liseuse, ma sauveuse, qui me permet de prendre autant de livres que je veux, sans compter, et de pouvoir même en prendre certains que peut-être je n'aurais pas le temps, mais je les aurai avec moi et c'est le plus important. Oui, c'est ça, parce que est-ce que vous choisissez des livres au hasard? Vous avez vraiment votre spécialité en mode celui-là je me le réserve pour l'été. Comment vous sélectionnez vos bouquins estivaux plutôt? Perso, ça me permet en fait de vider ma pile à lire de l'année. Tout ce que j'ai pas eu le temps de lire, que je me suis dit j'ai trop envie de le lire mais j'ai pas le temps, je sais que ce sera l'été. Je regarde tout ce qui me reste de l'année et comme ça j'ai tout sur ma liseuse. Ça me permet un peu de vider toute cette longue pile à lire. et ce qui est chouette, c'est que ça me permet aussi, c'est un moment où je lis pour moi. Là où le reste de l'année, souvent on lit pour le podcast, on lit pour les rayons, on lit pour les lecteurs, pour pouvoir conseiller. L'été, vraiment, je mets ça de côté et je lis pour moi. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire et que peut-être ce sera pas très utile pour nos lecteurs, nos lectrices? Désolée. Ça peut pas être toujours pour les autres. Qui sont vraiment juste pour moi. Ok. Et toi, Nancy, du coup, le thème, c'est 2 poches aujourd'hui. Est-ce que tu lis des livres de poche durant l'été? Tu lis sur la liseuse? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a 2 réponses à ta question. Je lis des livres de poche tout le temps. Ok. Donc, ça ne change pas en été, forcément. Et oui, j'embarque ma liseuse avec, parce qu'il y a aussi un petit truc qui est très sympa avec la liseuse que Sophie n'a pas dit, c'est que tu peux acheter les livres directement. Donc moi, je me suis retrouvée sur une plage en Californie à terminer un tome 2 et à me dire « Je veux le tome 3 maintenant !» Je suis rentrée à l'hôtel pour avoir le Wi-Fi, j'ai acheté mon livre et j'ai pu terminer ma série. C'est quand même un truc qui est vachement pratique, surtout quand on est dans un pays où c'est pas francophone et donc tu sais pas aller l'acheter en librairie. Donc voilà.
Ok, et les livres de poche, du coup, ça se passe comment? Parce que c'est une édition spécifique, il me semble. C'est vraiment l'édition de poche. Et je sais que des fois, il y a certains contrats, il me semble, avec les maisons d'édition où il y a, genre, tu peux le lire, tu as un livre qui sort directement et puis après, il passe en édition de poche. Il n'y a pas toute une histoire comme ça sur vraiment le livre de poche. Alors, à votre avis, le livre de poche, c'est depuis quelle année qu'on a le livre de poche 1900. Ok. Ouais. 950. Ouais, 1920. Alors, en vrai, les premiers romans en petit format, c'est dès 1830. Ah oui, 1830, ok. ok. C'est Lara qui a gagné. Le pif, toutes ces heures d'histoire. Donc, il y a eu d'abord les livres de colportage. Donc, ça, c'était au Moyen-Âge. Et c'est peut-être... Enfin, pas au Moyen-Âge, mais au début de l'imprimerie. Parce que c'était plus petit, plus facile à emporter. Mhm. Et puis après, déjà, en 1853, Hachette avait une première collection en petit format qui s'appelait la Bibliothèque des chemins de fer. Ok. Parce que c'était pour prendre le train. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Et donc, le format poche que l'on connaît maintenant à l'heure actuelle, qui a vraiment un format très particulier. Là, c'est Hachette de nouveau qui nous l'a lancé en 1953. Mhm. Et donc, l'avantage des poches, c'est que d'abord, c'est toujours le même format. C'est cool pour les bibliothèques. Ensuite, c'est un prix réduit. Ok. Et surtout, c'est un grand tirage. Donc d'office, on ne va pas avoir un livre de poche qui va être édité à seulement 1000 exemplaires. C'est vraiment du grand tirage à chaque fois. Donc tous les éditeurs se sont un petit peu mis après le livre de poche, qui est donc la collection chez la Librairie Générale Française, qui a donné le nom au format. Et donc, pour répondre à ta question, Faites, c'est de plus en plus compliqué à l'heure actuelle. Avant, c'était assez simple. Il y avait des grands éditeurs poche qui rachetaient les contrats ou qui avaient directement leur format poche. Gallimard, par exemple, c'est Folio. Ok. Donc, d'office, ce qui est signé chez Gallimard va sortir sur Folio. Mais maintenant, en fait, il y a plein d'éditeurs qui n'avaient pas de format poche et qui se multiplient pour avoir aussi leur propre format poche pour ne pas céder leurs droits à d'autres. Ok. Et alors, on a deux Saxus qui vient de nous faire cette année. Je sors en même temps le grand format et le format poche. D'accord. Donc voilà. Moi, je pensais vraiment qu'en fait, l'édition poche, c'était genre, imaginons toutes les maisons d'édition qui se mettaient d'accord, qui avaient des contrats avec la maison d'édition pocket, format poche, quoi, et qui les envoyaient comme ça après un an de... Alors, par exemple, tu as Sonatine qui est en contrat avec Pocket, en effet. Donc, s'il y a quelque chose qui est sorti chez Sonatine, on sait que ça va sortir après chez Pocket. Donc, comme j'ai dit, il y a Gallimard Folio. Il y a des maisons d'édition qui sont avec le livre de poche. Il y a des maisons d'édition qui étaient avec le livre de poche et puis qui ont sorti leur version poche. Donc, Nami et Charleston sont repassés, ont fait leur édition poche. Donc, c'est hyper compliqué, au fait, à l'heure actuelle, de vraiment dire maintenant c'est comme ça. Par contre, il y a une constante pour les gros best-sellers. Si le nouveau Grimaldi sort en grand format, il va sortir en même temps en poche. Pareil pour Tillier, pareil pour, pas spécialement Granger, mais vraiment les auteurs qui sortent un livre par an, d'office, ils vont avoir leur livre en version poche en même temps que la nouvelle sortie. Ok, et c'est pas moins cher du coup, il me semble, les versions poche, c'est moins cher Oui, c'est beaucoup moins cher, hein. Même si ça a augmenté. Avant, un livre de poche à 10 €, c'était vraiment une grosse brique. Maintenant, on se rapproche de plus en plus de ce prix-là, mais étant donné que les grands formats, on se rapproche de plus en plus du 23-25 €, le poche reste évidemment moins cher. Ok. Et du coup, à la bibliothèque, on a quand même pas mal de poches pour l'été. Alors, pas que pour l'été, parce que vu que j'adore ce format, c'est vrai que j'ai tendance à parfois acheter en poche. Mais en fait, oui, en été, ça fait déjà quelques années qu'on a notre sélection qu'on appelle des poches dans tes valises. Ok. Et donc, tous les ans, il y a des auteurs, les lecteurs le savent, que j'achète systématiquement en poche. Par exemple, il y a Lorraine Fouchet, il y a Aurélie Vallogne. Vraiment, en fait, ce qui est un peu plus feel good est acheté en poche. J'en profite aussi pour racheter plein de poches policiers, parce que c'est moins cher et ça me permet du coup d'aller dans des auteurs qui sont peut-être moins connus ou vers lesquels on n'irait pas spontanément.
Et alors, il y a aussi il y a aussi un format dont on n'a pas encore parlé qui s'appelle le semi-poche. Ouh là là, ça devient... C'est bien compliqué, hein. C'est parce qu'en fait, le semi-poche, c'est pour les Cozy Mystery. Donc, c'est pas tout à fait un grand format, c'est pas un livre de poche non plus, mais donc, je profite souvent aussi de l'été pour continuer certaines séries de Cozy Mystery, parce que souvent, exemple... Agatha Raisin, qui nous fait plus de 30 tomes. Donc voilà, en général, l'été, j'achète aussi ces petites séries super sympas, Cozy Mystery. Oui, moi j'ai été étonnée quand je suis arrivée à la bibliothèque il y a 3 ans, que les filles, surtout Nancy, me disent « Eh bien moi je préfère lire en poche ». Elle était prête à ne pas lire un livre, en tout cas à attendre un livre qu'elle voulait lire parce qu'il n'était pas encore sorti en poche. Et moi je m'étais jamais posé la question, en fait. Je lis le livre que j'ai envie de lire. Quand j'arrive à la librairie, s'il est en grand format, je le prends en grand format. S'il est en poche, je le prends en poche. Je veux dire, c'est pas une question... Le format, moi, ne change pas mon choix de lecture, alors que les filles, en tout cas, je sais que Amélie comme Nancy, ça peut leur changer leur choix. Donc j'étais étonnée au début, mais je comprends. Ma maman, à l'inverse, par exemple, comme elle a du mal à lire de près, elle va préférer un grand format à un format poche, parce que mine de rien, eh bien, pour que ça rentre dans ce format réduit, la police d'écriture est aussi réduite. Donc voilà, il y a effectivement, ça peut influencer le choix de lecture, ce qui m'a un peu étonnée au début, mais que maintenant je trouve tout à fait logique. Oui, d'ailleurs, je tiens quand même à dire aussi qu'on a tout un rayon grand format ou grand caractère, c'est ça plutôt, grand caractère à la bibliothèque pour les personnes qui ont un peu plus du mal à avoir les caractères classiques. Dis, tiens Lara, moi je voulais savoir parce qu'on se croise jamais. C'est vrai. Tu travailles en général les samedis, moi je suis jamais là les samedis. Toi, qu'est-ce que tu me recommanderais comme livre, étant donné qu'on ne se connaît pas, pour les vacances ? Ah, ça c'est une très bonne question. Tout d'abord, ça dépend ce que tu aimes lire déjà. Mais j'aurais tendance à partir quand même sur peut-être des sujets un peu moins lourds. Ok. Et aussi, oui, déjà, qu'est-ce que tu aimes lire, Soukaina ? J'aime lire plein de choses, mais genre par exemple, tes bouquins préférés et les recommandations que tu aurais à nous faire, ce serait quoi ? Ça dépend si on part sur du numérique, du papier ou encore de l'audio. Ok, parce que tout n'est pas sur la même non, c'est pas la même plateforme du tout. Okay. Je vais dire, en niveau papier, j'aurais plutôt tendance à dire, si on aime un peu les livres jeunesse, j'ai Gardien des cités perdues. Okay. Après, il faut s'accrocher puisqu'on est à peu près à 10 tomes. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Mais en tout cas, c'est franchement une lecture très, très chouette qui nous transporte dans un autre monde. On se retrouve avec des elfes, de la magie, des jeunes qui se retrouvent dans des péripéties, etc. Et franchement, moi, j'ai bien accroché au point qu'un été, avec ma famille, on a dévoré les 5 tomes en 2 semaines. Pas mal. Donc, sur 10, je dirais quand même que c'est une bonne recommandation. Si pas en audio, un livre que j'ai écouté du coup récemment et dont j'ai recommandé à Sophie, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ah ouais. Je peux dire big up à Nancy qui me l'a conseillé et que je remercie mais grandement. Puisque là, on se retrouve plus avec une actrice qui décide tout d'un coup de vouloir écrire quelque chose à propos de sa vie et elle demande à une journaliste, sauf elle demande une journaliste précise, mais tout le livre va justement voguer sur ce mystère de pourquoi cette journaliste, quelle est l'histoire finalement de cette actrice qui a vécu plein de choses et on va avoir des parallèles entre ce que les journaux disent et ce que sa vie dit réellement. Okay. Et donc on a vraiment une discussion un peu comme ce podcast finalement entre les deux personnages et c'est très très chouette. Mais il me semble que tu en avais parlé au podcast précédent des 7 maris d'Evelyn Hugo. Oui, j'en avais parlé pour la thématique du cinéma. Ah bah voilà. Eh bien, je tiens à dire que les recommandations de Nancy et de Lara, par la suite, grâce à elle, j'ai proposé ce livre en lecture commune puisque je pars en vacances donc, avec des copains et des copines. Et donc, on va tous lire ce livre ensemble, en même temps, parce qu'il paraît qu'il est plein de rebondissements. Et voilà. Et au moins, je pourrais en parler en direct. Et ça, quoi de mieux que de pouvoir partager en direct. Oui. Quoi, il s'est vraiment passé ça. J'avoue, c'est pas mal de proposer une lecture commune en vacances avec des potes. C'est une trop bonne idée. Bah oui, j'allais en parler dans mes lectures de l'été que j'ai prévues, mais puisque là, on parle, j'en profite. Mais c'est vrai que ça va être très chouette. Je reviendrai peut-être dessus dans le prochain podcast. J'ai hâte que tu nous racontes. Ok, et donc du coup, tu nous avais préparé autre chose, il me semble. Alors,
moi, je suis un criminel, clairement, puisque je ne lis pas sur liseuse, mais sur tablette. Voilà, je sais bien, je vois le regard. Oui, je sais, je suis un criminel. Mais je m'y suis habituée, tout simplement. Mais non, je voulais juste dire pourquoi on réagit comme ça, parce que c'est vrai que certaines personnes qui ne lisent pas du tout, peut-être ni sur liseuse ni sur tablette, peuvent se poser la question. Sur tablette, c'est éclairé. L'éclairage de la tablette, moi je suis incapable. Une liseuse, elle a vraiment un éclairage comme... En fait, c'est comme lire une feuille de papier. C'est ça, c'est pas une lumière bleue. Voilà, c'est ça, c'est pas une lumière bleue. Le rétroéclairage est vraiment différent. Et donc pour les yeux, ça fait du bien aussi de ne pas être justement sur un écran comme son téléphone. Donc tu as tout mon respect pour lire sur la tablette, mais je ne sais pas comment tu fais. Mais honnêtement, c'est parce que je mets surtout des options bien particulières. Donc notamment sur Lirtuel, il y a le moyen de mettre... C'est pas Lirtuel, c'est Kantouk, je pense exactement l'application. Oui, voilà. Kantouk, on peut en fait justement mettre des paramètres. Donc je peux faire en sorte que mon image soit plutôt jaune plutôt que blanche. Et pareil, les paramètres de la tablette aussi permettent d'avoir une expérience de lecture différente. Et oui, un jour, je passerai peut-être à la liseuse. Putain, mais je savais pas du tout qu'on pouvait lire sur liseuse et sur tablette, parce que du coup, moi, liseuse, je connais pas du tout, j'ai rien de rien, quoi. Voilà. Alors, je vais juste, avant, poser une question à Lara. Est-ce que sur Nextory, on sait bouger les paramètres ou pas ? Je ne sais pas. T'as jamais testé ? J'ai jamais testé. En fait, donc pour rebondir un peu sur ta question, Nextory, c'est là où j'écoute mes livres audio, mais c'est aussi une plateforme, donc l'abonnement le plus simple est à 10 € par mois. Mm-hmm. On a 15 heures d'écoute, mais on a un accès illimité à des livres, à des magazines et à des bandes dessinées. Donc, par exemple, pour toi, Sokaina, pour aller, tu t'embarques ta tablette ou ton téléphone, peut-être quand même la tablette pour le format, et tu peux lire plein de BD sur ton abonnement, donc ça c'est cool. Et en fait, il y a quand même, au niveau livre numérique, ils ont des trucs assez sympas, et du coup, je me posais la question de est-ce que oui ou non je vais passer en effet à la lecture sur tablette. Mais sinon, ouais, c'est un peu comme Sophie, au départ, je voulais pas lire en numérique parce que j'avais juste cette idée de peur bleue, de lumière bleue. Donc cette idée, ouais, voilà, c'est de lapsus. Exactement. Et donc en fait, une fois j'étais en convention et il y avait des filles qui faisaient une file d'attente pour un autographe avec une liseuse et j'ai fait mais purée, c'est du papier, c'est un rendu papier au fait. Je suis rentrée, j'ai acheté une liseuse. Rapide et efficace. Je voulais juste ajouter, parce que visiblement, si je ne parle pas d'un de mes frères ou d'une de mes sœurs par podcast, je meurs. Mais je vais exposer mes sœurs qui lisent sur leur téléphone. Et ça, je trouve ça encore pire que sur la tablette. Donc, je ne suis pas un si grand criminel. Tu n'es pas un si grand criminel. Et même mes frères qui lisent des mangas sur téléphone. Donc là, c'est... J'adore. Je vois Héloïse qui fait oui de la tête. Donc visiblement, elle est aussi coupable de ce genre d'atrocité. Non, mais en vrai, tant qu'on lit, est-ce que c'est pas le plus important, peu importe le support, on est d'accord. Mais juste que parfois, moi, ça m'a un peu choquée d'apprendre qu'elle lisait sur téléphone. Mais pourquoi pas, finalement. C'est parce que c'est tu l'as vraiment partout petit. avec toi, c'est pratique. Oui, c'est plus la taille, mais c'est comme les personnes qui regardent des séries sur leur téléphone. Moi, je crois que c'est mes yeux, en fait. Je ne vois rien, je suis une taupe. Bon, j'avoue que ça m'arrive de lire sur téléphone parce que je suis en train de lire un livre sur liseuse et que j'ai 15 minutes de train pour aller à Charleroi et je continue mon bouquin sur mon téléphone et je sors pas la liseuse, quoi. Mais c'est vrai que c'est pratique. Un livre complet, non, c'est pas possible. Ok, mais donc du coup, sur tablette, quelle était ta recommandation du jour ? Alors, personnellement, j'ai surtout bien accroché, c'est aux Saisons suspendues de Laura Weirens. Je suis désolée si j'ai écorché son nom de famille. Mais oui, on est vraiment sur quelque chose, je vais dire, d'assez cosy, puisqu'on est sur un livre qui va paraître en 4 tomes, dont les 3 premiers sont sortis, et chacun est sur en fait une saison. En l'occurrence, le premier est l'automne, le deuxième l'été, le troisième l'hiver, et après on aura sûrement le printemps. Et on va vraiment se retrouver dans un pavillon un peu magique qui a été hérité à notre héroïne principale et qui va se retrouver coincée à l'intérieur de ce pavillon. Et donc, elle va devoir résoudre plusieurs énigmes pour pouvoir sortir, découvrir un peu les mystères de ce pavillon et ce qui se cache dans l'héritage de sa tante. Ok. Et donc, je vais d'abord commencer à le lire en numérique. Au final, je les ai achetés, mais ça, c'est mon petit problème. Voilà, dès que je l'aime en audio ou en numérique, je finis par l'acheter.
Voilà, c'est comme ça. Mais ouais, c'est comme ça. ok. Mais honnêtement, c'est chouette à lire sur le coin de la piscine ou même à la plage, chez soi. C'est vraiment très, très, très cool. Ok, trop bien, merci beaucoup. J'avais un autre truc. Comment ça s'appelle les jeux où on est Keblo à l'intérieur là? Ça me fait penser Les à ça. escape games. Ah voilà, ça me Ouais. fait penser un peu à un escape game. Ça y comme ressemblait ça. un peu, c'est vrai. Allez, trop bien. Ok, les filles, alors du coup, toi, tu comptes en Ardèche, qu'est-ce que tu comptes prendre Ah, oh là là, je recommence. En Ardèche, Sophie, qu'est-ce que tu comptes prendre avec toi? Alors, j'ai prévu de lire, comme je l'ai déjà dit, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Sinon, j'aime bien en vacances lire un classique que je n'ai pas encore pris le temps de lire dans ma vie. Alors, cette année, je suis partie sur L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Voilà, qui est un classique dont j'entends parler depuis très longtemps que je n'ai pas encore pris. Ce qui est sympa, c'est qu'il est assez rapide à lire. Je pense que c'est pas non plus une grosse brique. Donc voilà, en vacances, j'aime bien aussi des lectures qui me prennent pas toutes mes vacances. J'aime bien pouvoir lire plusieurs livres. Donc c'est vrai que ça, je choisis des livres qui sont pas forcément très long. Donc celui-là m'a l'air parfait. Voilà, j'ai vu des pour et des contre, des personnes qui adorent, des personnes qui n'ont pas fini, des personnes qui détestent. C'est quoi comme histoire à peu près? T'as une idée De ce que j'ai compris, parce que j'aime bien ne pas trop me renseigner sur mes lectures avant de les entamer, mais c'est un adolescent qui est un peu déboussolé, qui est dans les rues de New York, qui veut arrêter l'école, qui est en conflit avec sa famille, avec ses amis. Et ça va vraiment être une histoire de déroute, un roman initiatique dans lequel il va un peu affronter ou pas, justement, telle est la question, ses démons. Et alors, ce que je sais, c'est qu'il a la seule personne qu'il aime, en tout cas entièrement et sans limite, c'est sa petite sœur. Et ça va être toute la vision de sa vie à travers les yeux aussi de sa petite sœur, parfois, qui le remet ou pas sur le droit chemin. Voilà. Ok. Donc, une histoire d'errance. Et à nos lecteurs, qu'est-ce que tu pourrais recommander pour l'été? Ah, alors Eh bien, alors je vais recommander tout simplement mon dernier coup de cœur, qui s'appelle Les Solitudes de Petite Rivière, écrit par Kalindi Rumpel et publié aux éditions J.C. Lattès, que j'ai eu le plaisir d'écouter en audio, lu par son autrice. Ok, donc ça c'est super. mieux. C'est super chouette. Super, sachant que c'est donc Kalindi Rumpel, c'est une personne que je suis personnellement depuis maintenant 15 ans, déjà depuis l'époque où elle était chez Mademoiselle, chez le média Mademoiselle. Oui, je connais. Voilà, donc elle a participé au podcast Laisse-moi kiffer, puis elle était dans le podcast 4 quarts d'heure, qui sont des podcasts que j'adore, dont je parle souvent. Et c'est une personne dont j'adorais déjà, j'étais fan absolue de son phrasé, de sa manière de parler, de raconter des histoires à l'oral. Mais alors là, à l'écrit, elle s'est surpassée. C'est son 3e roman que je lis d'elle. Elle a commencé à écrire, en tout cas à sortir des romans il y a 3 ans. J'ai lu ces 3 romans, j'ai adoré, mais surtout son dernier, donc Les Solitudes de Petite Rivière, qui vient de paraître, dans lequel c'est un roman qui va parler à la fois d'écriture, de voyage et de secrets de famille. Tout ce que j'aime. Voilà. Tout ce que j'aime. Ouais. Tu me donnes envie. Voilà. Pour faire un bref résumé, il y a donc Soledad, qui est la narratrice. C'est une romancière taciturne qui va écrire son dernier livre. Elle a, à l'aube de ses 80 ans ou 90 ans, comme elle dirait dans l'audio, donc de ses 90 ans, il lui reste son dernier livre à écrire, et pour ça, elle veut revenir un petit peu sur son passé, sur ce qu'elle n'a jamais raconté dans ses livres, c'est-à-dire son histoire de vie, son récit de vie, de sa famille, surtout celle de sa mère, une cantatrice, Sheila. Ça va se passer entre l'Andalousie et l'île Maurice. Il va y avoir des sauts dans le temps. Soledad, la romancière, va raconter son histoire. Pendant qu'elle l'écrit, elle va la lire à son voisin, le fils de ses voisins, qui est un enfant, qui va un peu commenter aussi toute l'histoire en même temps. Donc c'est un peu méta, mais très chouette, ça apporte de la fraîcheur, ça apporte... c'est une personne qui est très rigolote, Kalindi Rumpel, et ça se ressent dans ce roman-là, là où dans les autres,
elle s'était un peu retenue, elle était plus dans l'émotion et voilà, elle parlait de son père, etc. Ici, on sent qu'elle a voulu aussi un peu amener de son humour. Alléger ses écrits. Oh, oui, tout à fait. Tout en parlant les fameux secrets de famille que je ne vais pas dévoiler, mais donc de choses qui sont quand même lourdes. Mais ça reste léger, ça va parler vraiment d'art, de musique, d'écriture, de sororité, j'allais dire de fraternité, mais elles sont 3 sœurs dans la famille. Sororité, plutôt de sororité. Et voilà, donc c'est très chouette de suivre un petit peu avec ses flashbacks son histoire à elle, à Soledad, l'histoire de sa maman Sheila, l'histoire de sa famille et l'histoire de son île aussi. Elle parle beaucoup de l'île Maurice, où j'ai eu la chance d'aller plus tard qu'en septembre dernier, donc ça apporte évidemment un petit plus. Et en vacances, je trouve que c'est parfait parce que ça permet de voyager et d'apprendre des choses tout en ayant ce côté, comme je disais, drôle et léger. Et quand même, c'est un très beau récit à lire. Ok, trop bien, merci beaucoup. Bon, alors mon dernier coup de cœur, je pense que tout le monde l'a lu sauf moi, c'était Changer l'eau des fleurs. Oui, effectivement, je confirme que tout le monde l'a lu sauf Nancy. Oui, même moi. C'est l'histoire de Violette, qui, quand on la rencontre, est gardienne de cimetière. Oh. Et elle va nous raconter sa vie, et c'est ce que j'ai vraiment bien aimé. En fait, c'est vraiment, on passe présent, passé constamment. Et donc, elle nous raconte sa vie avec Philippe Toussaint. Alors ça, c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé dans tout le bouquin, c'est que son mari s'appellera toujours Philippe Toussaint. Et elle ne dira jamais Philippe, elle lui donnera jamais un petit nom affectueux. À chaque fois qu'elle va parler de lui, ça va être Philippe Toussaint. Ok. Voilà, et on va vite comprendre pourquoi. Et donc, elle nous raconte un peu son quotidien de gardienne de cimetière, ses petites pratiques qu'elle a mis en place. Par exemple, quand il y a un enterrement, quand elle rentre, elle prend son registre et elle note tout ce qui s'est passé. Comme ça, si quelqu'un vient après en disant « Voilà, j'ai pas su être présente à l'enterrement, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle sait le raconter. On va découvrir pourquoi elle a ce petit rituel. Et voilà, au fait, c'est vraiment, en fait, j'aime beaucoup les personnages qui sont bien travaillés. Et Violette, elle est incroyable. Il faut la rencontrer. Si vous ne l'avez pas encore lu, il faut la rencontrer. Ok. Et évidemment, on ne va pas spoiler, mais il ne faut pas avoir peur de pleurer en vacances, alors, en lisant ces livres. Alors, en tout cas, moi, j'ai été très émue. Je n'ai pas pleuré, mais c'est parce que j'avais compris plusieurs choses. Mais oui, en fait, c'est très drôle parce que c'est à la fois un feel-good, donc c'est vraiment le genre de livre qui va te faire sentir un peu plus léger, mais en même temps, ça parle énormément de mort et de deuil. Elle est quand même aussi gardienne de cimetière. Mais voilà, je trouve que la manière dont les sujets sont abordés fait qu'on s'y reconnaît aussi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'accroche autant à Violette. Ok, trop bien, merci beaucoup. Et du coup, ta deuxième recommandation, le livre, c'est quoi le titre ? Et donc, pour ceux qui auraient déjà lu Changer l'eau des fleurs, je recommande ma lecture en cours, qui est À l'ombre de Winnicott, donc de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Ok. Donc, le premier livre des auteurs, c'était Alabama 69. Mais j'ai tendance, au fait, à ne jamais commencer par les livres que tout le monde a conseillé, donc notamment avec Changer l'eau des fleurs. Donc moi, je suis une très très grande fan de livres qui se passent dans des manoirs. Ok. Voilà. Il y a un manoir, je vais le lire. Voilà. Je suis là. Un peu de fraîcheur pour l'été, ça fait pas de mal. Voilà, tout à fait. Surtout que là, le livre commence, on est en plein hiver, donc ça permet de se rafraîchir un peu. Et donc, je ne l'ai pas fini, mais ça sent très très fort le coup de cœur. Donc, ça se passe en l'entre-deux-guerres. Donc, on est en 1930. Et c'est une riche famille londonienne qui a hérité d'un manoir d'un grand-oncle et qui décide d'abandonner la maison à Londres pour aller s'installer là-bas. Et le petit garçon de cette famille est aveugle. Okay. Et donc, on va suivre les aventures de sa préceptrice, qui est française, et qui va être engagée pour donner cours à ce petit garçon aveugle. Le manoir est réputé hanté, et il va donc avoir certaines choses qui arrivent. Des tableaux qui ne restent pas droits, des bruits bizarres, et justement le fait que le petit garçon de la famille est aveugle, il l'entend et il sent des choses, puisque ses autres sens sont un peu plus...
commence. Ouais. Donc le petit garçon, en fait, du fait qu'il est aveugle, son ouïe est beaucoup plus développée, donc il va entendre des choses un peu bizarres. Et il va avoir plein de choses ça va un peu escalader. Donc là, je viens d'arriver à un moment où la jeune femme se réveille avec son lit qui a complètement bougé de place. Oui, mais là c'est sérieux là. Ouais, alors je vous rappelle qu'on est dans un manoir anglais avec les meubles d'époque. Oui, c'est assez lourd. Et donc voilà, ils doivent s'y mettre à 4 après pour le remettre à la bonne place. Donc voilà, et elle dormait, elle a rien senti. Donc là, il est vendu au fait comme vraiment un peu le côté secret de famille, etc. Et absolument pas du tout comme livre fantastique. Ah bon. Donc du coup, au fur et à mesure de ma lecture, je suis en train de me demander, mais en fait, est-ce que vraiment c'est un phénomène paranormal ou est-ce qu'à la fin, je vais découvrir tout à fait autre chose. Ah oui. Pour moi, c'est carrément horreur. Hein. Ouais, on est... Ça pourrait être comme ça. Horreur. Non, on est plus dans fantastique, mais vraiment, c'est assez... Là, je suis à fond dedans. J'espère que je vais le terminer rapidement. Je pense qu'il me reste à peu près 150 pages et j'ai vraiment très, très envie de savoir. Donc... Et il est sorti en poche l'année passée, donc... Si jamais vous avez envie de tester, petit budget, facile à emporter en vacances. Alors, en parlant d'horreur, il me semble que Héloïse, tu nous as préparé des petites recommandations pour les ados et qu'il y a justement un livre d'horreur. Effectivement, alors je n'ai lu que le premier tome de la trilogie, mais ça a été un gros coup de cœur, je l'ai dévoré. C'est Les Jumeaux Croche-Morts de Cassandra O'Donnell. Et vraiment, c'était une pépite. Donc, dans ce roman, on suit Auriel et Silence, qui sont des jumeaux orphelins qui vivent dans une famille d'accueil dans le sud des États-Unis. Et après des années d'exil, leurs grands-parents paternels reviennent à la charge et disent « En fait, on aimerait bien avoir votre garde », sauf qu'ils ne les connaissent pas du tout. Donc voilà les jumeaux arrivant dans une ville très bizarre où ils ne se sentent pas du tout accueillis. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a des secrets et des petits problèmes dans cette ville. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'était que ça mettait une certaine tension, une certaine pesanteur, que la plume en fait arrivait à nous faire prendre, et je n'ai pas su lâcher le roman. Ça a été... j'ai dû aller dormir, mais j'ai vraiment haï cette nuit et je voulais la lire. Donc j'ai repris mon roman en me réveillant et je l'ai terminé. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir la suite sous la main parce que j'ai une frustration depuis que je l'ai terminé de ne pas avoir la suite. Donc c'est un petit conseil d'amis parce que sinon vous allez être frustrés. Ok, c'est que c'était un bon livre du coup. Oh oui. Tu peux descendre et vérifier, mais normalement, le tome 2 est à la bibliothèque. Ah, parfait. Et autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est que, comme Nancy, j'adore les manoirs et les romans qui se passent dans les manoirs. Donc, en plus, le manoir a un petit rôle à jouer dans l'histoire. Donc, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Et puis, ça me faisait rêver d'un beau et grand manoir. J'ai beaucoup aimé. Écossais, peut-être. Oh, ce serait incroyable. Mon rêve. Par contre, maintenant, je vais partir totalement autrement, sur un autre genre. Je vais vous proposer un roman de fantasy romance qui est Le fiancé du dieu de la mer de Axio. Donc, dans celui-ci, on est dans un village où ils offrent chaque année une fiancée au dieu de la mer pour essayer d'apaiser les tensions dans le royaume où il y a inondations, guerres, tornades qui ravagent le royaume depuis près de 100 ans. Sauf que ça fait 100 ans et rien ne fonctionne. Cette année, c'est la magnifique Chang Sim qui doit être cette fiancée, sauf qu'elle est amoureuse de Jun, qui est le frère de Mina. Et alors que Shim est sur le point d'être offerte en fiancée, c'est Mina qui va se sacrifier pour devenir cette personne. Et en arrivant dans le royaume des esprits, elle va tomber sur une ville endormie, mais par magie, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et donc en fait, elle va partir à la recherche de ce dieu de la mer pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi rétablir la paix dans le royaume, parce que c'est quand même un petit peu aussi le but de cette offrande. Et écoute, je l'ai lu il y a 2 ans, au soleil, en plein été, et j'ai adoré. Je pense que je l'ai lu en un jour. Je ne l'ai pas lâché. La plume était vraiment addictive, et ça nous donnait une sensation de fraîcheur. J'avais l'impression d'être avec Mina dans ce royaume des esprits.
Et c'était vraiment magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous voulez lire une histoire où vous allez suivre une aventure pleine en couleurs, découvrir des personnages qui sont très attachants et avoir une bonne fraîcheur sur le visage pendant ces mois chauds d'été, il est parfait pour vous. Ok, trop bien, il me donne vachement envie, alors qu'en plus c'est une lecture du coup ado, c'est plutôt pas mal, ça a l'air intéressant. Et c'est un one shot en plus, donc pratique. Et j'ai une question, la romance elle prend quelle part de... Alors, ça fait 2 ans, donc je m'en souviens plus énormément, mais je sais que c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Donc je sais qu'elle est présente, elle est là, mais c'est pas, on n'en parle pas à toutes les pages. Parce que j'ai plutôt vu le développement de l'histoire, du royaume, des aventures et de l'enquête plutôt que la romance, même si on la voit, mais elle n'est pas primordiale. Ça me tente bien aussi, du coup. Bah oui, parce que du coup, au début, on part sur une romance du frère de Mina et de la personne qui doit être sacrifiée après, mais au final, on est plutôt sur la recherche de ce monde perdu. Trop bien, trop bien. Ensuite, là, je vais parler d'un autre genre, parce que j'ai décidé de présenter en fait des genres différents pour plusieurs recommandations. Parfait. Là, je vais parler d'un de mes genres préférés, qui est la science-fiction. Et c'est une duologie qui est déjà sortie, donc vachement pratique. C'est Echo, le tome 1, l'Onyx de Marianne L.T.R. Et je sais on n'en parle pas énormément, mais je voulais vraiment le mettre en avant parce que c'est un incroyable roman. Donc, dans cette histoire, on suit Echo qui habite à Basse-Cité, là où le soleil est artificiel et qu'une pluie sale et nauséabonde tombe sur de ce faux ciel. Et un jour, Echo se retrouve mêlé au vol de l'un des joyaux de Pandore, qui est l'arche qui surplombe Basse-Cité, et va s'en suivre énormément d'aventures où les ravageurs, un groupe très influent de Basse-Cité qui n'aide personne. Ouais, il y en a un, voilà, exactement. Il y a un de ces ravageurs qui va se dire c'est peut-être une bonne idée d'aller l'aider, il y a quelque chose à gratter et à gagner dans ça. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a le développement des personnages, que ce soit dans le premier et dans le deuxième tome, mais tout au long de la duologie est incroyable. J'avais l'impression en fait de devenir Echo et de devenir les personnages en les suivant. La plume est totalement addictive aussi. J'ai vraiment eu du mal à attendre le deuxième tome. C'était un calvaire. Heureusement que là, ils sont tous les deux sortis. Et oui, aussi le fait que tout le monde soit développé, mais pas au point où on s'arrache les cheveux parce qu'on ne comprend pas. C'était magnifique parce que je pouvais visualiser parfaitement les différents lieux où se passe l'histoire, et vraiment magnifique duologie que je conseille à 100% si vous aimez la science-fiction. Ok, très descriptif du coup. Oui, très. Ok, trop bien, merci. Est-ce que tu as d'autres J'en ai encore un. T'en as encore un? Allez, vas-y, enchaîne. Un thriller, parce qu'on avait parlé des policiers, donc je me suis dit, en fait, il y en a un que j'aime beaucoup dans la littérature ado, c'est Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. J'ai lu les 2 premiers tomes et vraiment j'ai adoré. Le premier tome était addictif également. J'ai pris que des livres qui avaient été addictifs pour moi. C'était ton premier qualificatif. Exactement, mais j'ai pris que des coups de cœur, vraiment. Okay. Donc dans ce premier tome, on suit Sally qui va décider de rouvrir une enquête sur le meurtre qui s'est passé 5 ans plus tôt de Andy Bell par Sal Rigg. Excusez-moi si je me trompe sur la prononciation des noms, je suis une calamité pour ça. Mais Sal Rigg s'est ensuite donné la mort. Donc l'enquête a été très vite classée parce qu'il s'est en gros désigné coupable, sauf qu'elle ne croit pas du tout en sa culpabilité. Et parce qu'aussi, Andy Bell était considérée comme une fille très gentille, vraiment un petit peu la fille parfaite, sauf que pas du tout. Elle disait de la drogue, elle harcelait des gens, donc vraiment pas du tout la bonne personne qu'on pense. Et son instinct ne la trompe pas parce que alors que la liste des suspects s'allonge, elle va recevoir des menaces de mort du réel meurtrier. Et c'est à partir de là qu'on suit toute l'aventure. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'était le format qui est totalement différent parce que ce n'est pas une rédaction classique. Elle va être entrecoupée d'échanges de messages, de petits bouts de papier sur lesquels elle va vite griffonner quelque chose, des listes
Et je trouvais que ça donnait vraiment un rythme effréné à l'histoire, mais qui était vraiment parfaite, parce que du coup, on n'avait pas envie de lâcher le livre. On avait des informations qui popaient et on avait aussi les réflexions de Pippa. Okay. Donc, c'était vraiment hyper intéressant ce format et très original. Je n'ai pas énormément vu ça. Et aussi l'enquête et l'histoire qui avance en même temps, c'était vraiment très addictif. Et sincèrement, je le conseille parce que c'était très prenant. Ok. Bah, merci beaucoup Héloïse pour ce petit laïus chronique d'ado. Moi, quand j'entends livre jeune adulte et vacances, les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, de Clara Hérault, et qui le savent. Ah non, si ça fait 2 ans que j'en parle et que je me recommande Sophie, je m'engage à le lire cet été. Parce que c'est vraiment le livre pour moi de l'été en jeune adulte. Ça se passe à la Côte Basque, c'est l'histoire de 2 sœurs. Ça parle de surf, de soirées d'été à la plage et en même temps de plein d'autres choses beaucoup plus profondes. Pareil, il ne faut pas avoir peur de pleurer sur la plage en le lisant. Mais voilà, que moi je conseille à tout va. Après cette petite chronique ado, moi j'avais envie de parler de 2 livres que j'aime beaucoup et que j'ai lus précédemment. Donc un documentaire qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire » de Alice Zénité. Du coup, c'est un livre hyper chouette. En fait, au départ, je l'ai lu. J'ai commencé à me dire « Ok, c'est mort, c'est un essai hyper long. » Enfin, court, mais assez compliqué à lire. Et en fait, pas du tout. Elle aborde en fait la déconstruction du modèle classique du héros et révèle un peu la manière dont on façonne les récits depuis l'Antiquité. Donc elle fait ça avec beaucoup d'humour, parce que sinon évidemment j'aurais très très vite décroché. Donc il y a un peu de littérature, de discours politique. Elle nous raconte vraiment avec un humour et une lucidité, les rouages de la fabrique des histoires et le pouvoir de la fiction. Donc surtout à quel point il est hyper important d'inventer de nouvelles histoires avec d'autres héros qu'un mec qui fait des trucs. Parce que justement, voilà, une bonne histoire, aujourd'hui encore, c'est souvent l'histoire d'un mec qui fait plein de choses. Et si ça peut être un peu violent, et si ça peut inclure de la viande, de la carabine ou des lances, évidemment, c'est mieux. Et c'est souvent tout le temps le même schéma. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'à un moment donné, elle se dit « mais zut, mais moi aussi, en fait, je galère à sortir de ce schéma-là. » Parce qu'elle a fait le test de Bechdel dont on a déjà parlé dans un podcast précédent. Et en fait, elle se rendait compte que peu de ses livres, à elle aussi, passaient ce fameux test. Et donc, voilà, vraiment, je vous invite à le lire. Il est hyper agréable. Je l'ai lu en 2 heures sur mon transat dans le jardin. Un petit peu plus léger, on va dire. Je pense pas qu'on l'ait à la bibliothèque. C'est La sagesse des contes de Jodorowsky. Ça vous dit rien ? Alors, moi, je connais, mais je pense pas qu'on l'a. Non, je pense pas aussi. Jodorowsky, c'est un auteur, scénariste et dessinateur chilien que j'apprécie beaucoup. Il a dessiné notamment le Lama Blanc, mais l'Incal aussi, il a scénarisé l'Incal en BD. Voilà, mais donc du coup, La sagesse des contes, c'est un recueil de contes oriental, hindou, chinois, taoïste et bouddhiste qui va lui-même un peu retravailler et commenter à sa sauce. Et donc c'est hyper chouette parce que t'as plein de petites histoires, quoi. Quand t'es posé sur la plage et que t'as pas vraiment envie de commencer à lire de grands romans, tu te lis des petites histoires l'une après l'autre. C'est vrai que les recueils de nouvelles ou de contes, c'est sympa aussi quand on va voir des choses qu'on peut lire de manière coupée. Oui, c'est ça, un peu éparse à gauche et à droite, et que ça soit une petite lecture légère, sans prise de tête, qui ne te prenne pas toutes tes vacances, quoi. Moi, des fois, je déconnecte vite, et quand je déconnecte des bouquins, des fois, j'ai du mal à m'y remettre, donc je dois relire tout depuis le début, réoublier, relire depuis le début. Ah, c'est un enfer. Est-ce que je peux te conseiller les nouvelles de Stephen King ? Alors non, mais c'est parce que, vu qu'on parle de nouvelles, alors si vous voulez juste partir avec un livre pour les vacances, en général, elles font 600-700 pages en poche, donc vous avez de quoi faire.
Ouais, j'avoue, pas mal du tout. Alors du coup, pour les vacances, moi je voulais savoir un petit peu, vous faites comment quand vous avez fini de lire un livre et que vous en avez plus, ou justement il y a peut-être les liseuses qui sont une très bonne alternative. Les librairies. Oui, ça fait partie en fait, des vacances d'aller visiter les librairies. Tout à fait. C'est vrai. Même dans des pays dont je ne parle pas la langue, je vais quand même visiter les librairies. Les bibliothèques, c'est plus compliqué souvent, mais les librairies, c'est toujours un chouette moment à passer. Et puis en plus, ça donne une excuse, puisqu'au final, on se dit, non, mais c'est parce que j'ai fini ma pile, et donc du coup, il faut que je me retrouve quelque chose à lire. Et donc finalement, je trouve que ça donne une bonne excuse aussi pour racheter de nouvelles choses. Maintenant, personnellement, je pars toujours avec plus de livres que je n'ai de temps d'en lire. Ouais, Oui, ok. moi aussi. Ouais, je suis jamais tombée à court de livres non plus. Ouais, d'ailleurs, moi, vous faites bien, mais c'est vrai que le premier livre que j'ai acheté de moi-même, que j'avais envie de lire, le premier roman, c'était justement en librairie dans le sud de la France, et c'est un Marc Lévy. Alors je sais, c'est très classico-classique, mais quand même, il était génial. C'est L'étrange voyage de Monsieur Deldry. Vraiment, ça a été mon premier roman où j'ai découvert enfin le pouvoir de la lecture. C'est une super porte d'entrée pour la lecture, Ouais, effectivement. hein, vraiment, Je confirme, le genre de livre parfait pour commencer quand on n'a pas l'habitude, et même quand on a l'habitude, on a le droit de lire du Marc Lévy. Mais oui, j'étais un peu Tout à fait. coupable, je vous avoue. J'ai été ce petit plaisir coupable durant tout ce temps pour mon Marc Lévy. Il n'y a pas de lecture coupable. Mais merci les filles. Alors, vu que tu parles de ton Marc Lévy, en fait, quand j'étais ado, quand on partait en vacances, on s'arrêtait toujours dans une station essence parce que la pause cigarette. Et moi, en fait, je faisais une pause. Je vais voir ce qu'il y a au rayon poche dans le petit coin librairie. Et c'est comme ça que j'achetais mes livres de vacances, en fait, à l'époque. J'aurais dit la pause pipi, mais ça fonctionne Oui, aussi, mais c'était un combo des deux. D'ailleurs, on parle de vacances, mais il y a aussi les guides touristiques, non, il me semble, qui vaillent le coup qu'on leur accorde un petit peu de temps dans cette chronique, parce que sans guide touristique, qu'est-ce que fait le touriste ? Ah oui, moi je suis une grande adepte de prendre un guide touristique. Je lis pas toujours spécialement avant, mais je trouve que c'est important de l'avoir quand on est sur place. Et dans les versions vraiment petit format à embarquer dans sa valise et même sur soi quand on est en train de visiter, je conseille fortement les cartes villes qui sont très sympas et qui permettent de s'y retrouver dans la ville parce qu'il y a toujours une carte avec. Donc ça c'est hyper sympa. Et j'aime beaucoup la collection Un grand week-end A. Principalement parce que y a tous les transports en commun. Oh, pratique. Donc c'est sympa de savoir que si on veut aller dans tel musée, on peut prendre telle ligne de métro ou de bus. Donc je trouve ça hyper sympa. Et c'est aussi des mini-formats, donc c'est cool. Et j'ai pensé à Sophie il n'y a pas longtemps. Parce que Sophie m'avait dit qu'elle aimait bien lire des livres qui se passaient dans les pays où elle va visiter. Tu peux me confirmer? Je confirme. Vous l'avez entendu, quand je suis partie en Écosse, je n'ai lu que des livres qui se passaient en Écosse. Il y a un nouvel éditeur qui s'appelle L'Arbre qui marche et qui a sorti des romans touristiques. Et donc, ils les vendent comme un guide à dévorer comme un roman. Donc, ça va parler de la culture, de l'histoire et de la société de la ville en question. Tout ce que j'aime. Et ça a une petite particularité, c'est que l'auteur ou l'autrice est à chaque fois de la région. Ok. Et donc, l'auteur va raconter sa ville, au fait, tout simplement. Donc, il va avoir des circuits à faire, mais en même temps, on va avoir ce côté un petit peu comment l'habitant va vivre sa ville, au fait, ses petits spots. Voilà, donc c'est hyper... J'en ai pas encore lu. Ça a l'air hyper intéressant. Évidemment, il y a les grandes villes, hein. Vous allez avoir New York, Bruxelles, Rome, mais pas que. Et donc, on a aussi Lyon, on a aussi Istanbul, on a aussi une ville en Croatie. Enfin, ça a l'air hyper intéressant. Donc, si jamais il y en a qui ont testé, qui ont envie de nous faire un retour, allez-y. C'est une super idée, je trouve. C'est même étonnant que ce soit pas arrivé plus tôt sur les tables des librairies. Totalement. Parce que c'est vraiment super et ça me donne hyper envie de le lire. Et s'ils faisaient ça aussi par pays, hein, ce serait absolument génial. Genre par exemple les Philippines. Par exemple. J'adorerais que ça sorte d'ici décembre. On sent l'exemple bien ciblé. Oui, totalement.
Alors, pendant qu'on discute de livres, de voyages, Darcy, à qui on fait un gros big up, m'avait conseillé pour mes vacances la saga des 7 sœurs. J'ai oublié l'auteur. Lucinda Riley. Voilà, Lucinda Riley. Seule voix. Tout ensemble. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que chaque histoire de ces 7 sœurs se passe du coup dans un pays différent, parce que en fait c'est grosso modo 6 sœurs qui ont été adoptées par le même monsieur, ce monsieur mort. Ouais, les 6 sœurs. Alors je sais pourquoi. Ça c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure des tomes. Je suis arrivée au tome 2. J'ai fini le tome 2, j'ai commencé le tome 3. Autant vous dire qu'il faut faire des pauses entre les tomes parce que c'est souvent la même histoire, la même structure. Donc ça peut être très vite lassant. Mais donc du coup, la saga s'appelle Les 7 sœurs, mais elles ne sont que 6 au début de l'histoire. Donc en fait, moi, au final, c'est ce que j'avais le plus envie de savoir. Je n'y suis pas encore. Mais du coup, c'est trop chouette parce qu'elles vont toutes refaire des recherches sur leurs origines, et donc en fait elles viennent toutes d'origines différentes, que ça soit donc là j'ai lu le Brésil et la Norvège, et c'est absolument génial parce que on s'y croit totalement. Et donc voilà, si vous avez envie de quelque chose de léger, d'une saga, Les 7 sœurs de Lucinda Riley, n'hésitez pas. Que je finirai par lire. Je l'ai recommandé à toute ma famille, mes copines, mais je n'ai jamais encore pris le temps de le lire. Mais oui, mais en plus elles sont en version poche d'ailleurs, pour les vacances c'est pas mal, mais effectivement en lire 2 d'affilée, ça m'a suffi quoi. Et j'avoue qu'il y a toujours ce truc avec la romance et les histoires d'amour, et ça m'agace particulièrement que il n'y est que dans la recherche des origines aussi, toujours une histoire d'amour, ça m'a très vite passé. Donc ouais, faites des pauses pendant cette saga. Est-ce que vous avez des lectures spéciales été, des genres, des thèmes bien spécifiques que vous lisez pendant l'été ? Alors moi, j'ai plutôt tendance à lire de la littérature un peu plus légère. Donc c'est le moment où je profite pour lire des feel good. Par exemple, mes Virginie Grimaldi, je les lis en été. Je fais aussi quelques romances. En général, je demande des recos à Amélie qui peut me dire ça va te plaire. Et alors, je reviens à mes grands amours avec la beat lit ou l'urban fantasy, comme on l'appelle maintenant. Donc, c'est à chaque fois des histoires avec une femme forte qui a un pouvoir, qu'elle sait ou qu'elle ne sait pas qu'elle a un pouvoir, et qui va devoir affronter des vampires, des loups-garous, de la magie, des sorciers, et qui, bien entendu, va tomber amoureux. Comme Buffy. Voilà. Okay. Ouais, en fait, oui. C'est un genre de Buffy. On en reparle. Oui, voilà. Toujours. Ok, et les beatslit, c'est quoi du coup ? Alors c'est vraiment, ça s'appelait comme ça au début, c'est uniquement en France et du coup en Belgique qu'on appelle ça beatlit, c'est parce que ça vient de beats mordre. Et donc c'est parce que les toutes premières sagas qui sont sorties c'était avec des vampires. Donc voilà, et maintenant ça s'appelle urban fantasy parce que ça se passe principalement dans des villes. Ok, merci beaucoup. Et toi Lara, du coup tu as des spécificités durant l'été ? Je veux dire, pendant l'été, c'est surtout le moment où je prends le temps de lire. Parce que pendant le reste de l'année, souvent, je suis à l'école. Donc, entre les devoirs et ce qu'il y a à étudier, c'est pas toujours évident. Mais je trouve quand même toujours le moyen. Ça, c'est sûr et certain. Mais oui, je veux dire, mes habitudes de lecture changent pas spécialement. Souvent, je lis tout ce que j'avais envie de lire et que j'ai pas eu le temps de lire. Après, je suis surtout dans un registre fantasy, fantastique, un peu de science-fiction aussi et du thriller. Notamment, ma prochaine lecture, ça va être la suite des Enquêtes de l'aliéniste, exactement, de Jean-Luc Bizienne. Okay. Et donc, on va vraiment suivre Simon, qui est un aliéniste, et sa nouvelle gouvernante qui va découvrir que dans sa maison en forme de pyramide, il y a des choses pas très nettes qui se passent. Et entremêlés à tout ça, nous avons plusieurs meurtres à résoudre dans des hôpitaux psychiatriques, etc. Oh my god. Donc, si vous aimez tout ce qui est un petit peu mystérieux, policier, franchement, c'est un livre que je recommande fortement. Ok, trop bien. Et toi, du coup, Sophie, tantôt, tu nous as déjà parlé d'une partie de tes lectures pour l'été. Je sais que tu en as encore d'autres. C'est ça. Mais moi, en vacances, j'essaye de lire ce que je n'ai pas le temps de lire le reste de l'année. C'est ce que je disais. J'aime bien lire un classique.
j'aime bien lire aussi un genre que j'ai moins l'habitude de lire pendant le reste de l'année. Donc l'année dernière, j'ai lu du fantastique, ce que je lis moins. Et cette année, j'aimerais lire un policier. Désolée, Nancy. Pas que plusieurs policiers, un seul. Oui, c'est déjà bien. Ce sera mon policier de l'année. Qui est j'ai jeté mon dévolu sur Sécher tes larmes de May Lepage, qui est un premier roman écrit par une policière, une enquêtrice elle-même, ce que j'aime beaucoup parce qu'apparemment elle est très documentée sur la question et elle nous plonge vraiment dans l'univers d'une enquêtrice, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Son héroïne, c'est une enquêtrice à la manière des grands policiers qu'on connaît qui vont avoir un enquêteur principal qui va revenir sur plusieurs livres. Ici, c'est ce qu'elle prévoit de faire, même si c'est son premier, parce qu'il fonctionne déjà très très bien comme premier roman. Donc je vais plutôt partir là-dedans, thriller psychologique avec une enquêtrice. Alors, est-ce que, comme moi, vous avez des auteurs que vous lisez qu'en été ? Parce que moi, j'ai des auteurs que j'embarque dans mes valises systématiquement tous les ans. Parce que j'ai décidé que je voulais lire l'entièreté de leur œuvre, mais en fait, je les lis en été. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi non plus. Alors, on en revient évidemment, au cas où vous ne l'aurez pas compris, Stephen King est mon auteur préféré. Donc, d'office, j'embarque le nouveau sorti en poche dans ma valise, mais pas que. Et j'aime beaucoup lire les livres de Joyce Maynard aussi en été. Alors, c'est pas spécialement des lectures d'été, mais c'est une autrice que j'adore lire, je sais pas pourquoi, dans les dunes. Avec le son des vagues, comme ça, et à chaque fois, c'est vraiment des histoires qui m'entraînent. Je trouve qu'elle a une manière de créer des personnages avec lesquels on entre en empathie directement, et elle part dans tous les sens. Elle a écrit des romans qui sont un peu plus thrillers, il y en a qui sont plus... le dernier que j'ai lu, c'était dans une île avec une personne qui venait de rénover une maison, qui l'ouvrait pour faire... c'est l'hôtel des oiseaux, je pense. J'aurais dû me préparer. Et donc là, on était en vacances au bord de la mer avec un volcan qui allait peut-être ou peut-être pas se réveiller. Non, j'en profite pour dire que dans tous les cas, tous les livres dont on parle, livres, séries, films, podcasts, sont référencés dans la description du podcast. Toujours. Voilà, donc si vous avez envie de lire un des livres dont on a parlé, voire plusieurs, tout sera référencé. Et alors j'ai un dernier auteur que je pars pas systématiquement avec, mais quand il y a un livre qui est sorti en grand format et que j'ai envie de le lire, j'attends sa sortie poche, c'est Maxime Chatham. J'aime bien l'embarquer dans mes valises aussi quand je pars à la mer. Donc ça, c'est vraiment typiquement mes petits séjours à La Panne en Belgique. C'est ces trois auteurs-là qui vont se retrouver systématiquement dans mes valises. Oui, moi je voulais quand même parler d'une dernière problématique qui n'est pas une problématique en soi, mais... En fait, mes vacances ne me permettent pas toujours de lire. Mais non, c'est vrai. Ouais, parce que depuis le début, on dit « Ah, on emporte dans sa valise, on prend... » Alors, heureusement, j'ai une liseuse, donc je peux prendre autant que je veux. Mais c'est vrai que le nombre de livres que je prévois de lire, comparé au nombre de livres que je lis réellement... C'est ça, en plus te connaissant, je veux dire, ok, si tu pars avec toute une bibliothèque, sachant que tu as organisé tes vacances à la seconde près. Tout à fait, le programme par jour est préparé grâce à des guides de voyage d'ailleurs. Donc effectivement, je prévois toujours plus et je suis systématiquement frustrée du nombre de livres que j'ai le temps de lire finalement, que je prends le temps de lire. Mais oui, je pense que je vais investir dans une liseuse là pour les vacances parce qu'effectivement... Mais est-ce qu'il y a des liseuses ? Est-ce qu'on peut mettre des BD dans les liseuses ou pas ? Ouais. Oui, et il y a même des liseuses spécialisées pour pouvoir lire des BD, effectivement, qui peuvent être en couleur. Parce que souvent, les liseuses ne sont qu'en noir et blanc. Ok. Mais justement, Kindle est en train... pas que Kindle, mais en fait, les deux gros, Kindle et Kobo, ont tous les deux sorti leur liseuse couleur. Et je me disais aussi quel est l'intérêt, à part d'avoir la couverture en couleur et potentiellement ce qu'on souligne. Mais oui, évidemment, pour les lecteurs de BD, c'est génial. J'allais dire que c'est vraiment le cadeau idéal à demander, une liseuse. Personnellement, je me la suis fait offrir. Je l'offre régulièrement dans mon entourage qui aime lire. C'est un chouette cadeau. Quand on a un cadeau groupé ou quoi, faire ce genre de choses, ça reste très chouette. Et tu as parlé donc de Kindle
qui est relié à Amazon et de Kobo qui est relié à la Fnac. Mais il y a aussi Viblio, la liseuse de club. Ouais, si on veut éviter de donner à des grands groupes, je ne critiquerai pas, j'ai une Kindle. Mais si j'avais su, je pense que j'aurais demandé une Viblio à l'époque de chez Club. Okay. Et alors, c'est la période idéale pour l'acheter, parce que les soldes arrivent. Et souvent, c'est le moment où les liseuses sont un peu moins chères. Ok, parce que c'est quoi, du coup, le prix d'une liseuse en général En termes de prix, je pense qu'on est plutôt entre 150 et parfois 200 oui, euros. C'est ce que j'avais imaginé. Ouais. Mais c'est surtout que je voulais ajouter, pour ceux qui lisent plus du papier, des trucs intéressants à acheter, c'est surtout des couvre-livres. Notamment pour le soleil, pour éviter d'abîmer les couvertures, et si aussi, merci les concepteurs de livres, pour protéger toutes vos enluminures qui sont présentes sur vos couvertures. Donc notamment avec la chaleur des doigts, ça a tendance à partir, mais ça a sauvé la vie de beaucoup de mes reliés. Ok, d'accord. Alors, je vais faire la promotion du coup d'une petite, plus si petite que ça. Au fait, il y a une couturière belge qui s'appelle Gilbertine. Incroyable. Et qui est présente dans de plus en plus de librairies. Donc, notamment, elle a un petit coin chez Molière. Et pour en avoir acheté plusieurs et de plusieurs tailles, c'est vraiment génial. Et c'est du tissu Liberty. Donc, c'est peut-être un peu plus cher, mais vraiment, la qualité du tissu, elle est top. Oui, je confirme. Moi aussi, j'en ai plusieurs de Gilbertine, justement. Et même au toucher, c'est très agréable. Et pour les livres, il y a vraiment de toute taille, de tout coloris. C'est vraiment très, très chouette. Oui, d'ailleurs, Darcy nous a fait des recouvre-livres que j'ai hâte de retrouver et d'utiliser pour l'été. Trop chouette, les filles. J'ai passé un délicieux moment à vos côtés. Faisons juste un petit topo parce que ça va être notre dernier podcast avant septembre. Donc du coup, les horaires d'été, on change. C'est quoi ? On est fermé les mardis et les jeudis du 15 juin au 15 août, ce qui veut dire qu'on ouvre le lundi matin, après-midi de 13h à 18h, le mercredi de 13h à 18h et le samedi matin de 9h à 13h. Et surtout, on a plein d'activités prévues tout l'été pour le festivité de Fleurus que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook Bibliothèque de Fleurus ou sur notre page Instagram Biblifleurus. N'hésitez pas à venir nous suivre. Et alors surtout, si vous écoutez ce podcast, je pense que vous êtes obligés de venir à Lisons Ensemble, Parlons-en, jeudi 9 juillet à 17h30. Ce sera l'occasion de parler de nos lectures de l'été, justement, d'autres lectures qu'on vous a réservées, dont on n'a pas parlé dans ce podcast. Et surtout de parler avec vous. Donc vous êtes les bienvenus pour amener vos propres lectures, soit vos recommandations pour les autres lecteurs et lectrices, soit ce que vous avez prévu de lire pour l'été. Et vous pourrez donc emprunter évidemment vos livres par la suite à la bibliothèque, sachant que vous les avez jusqu'au 9 septembre. Trop bien, merci les filles, gros bisous à vous tous. Salut. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci.